je vais vous parler un petit peu des tiques, de quelques maladies qu'elles transmettent, moi je n'ai pas trop le temps bien entendu, et puis surtout des tiques comme outil au niveau du diagnostic des maladies transmises. Alors quelques éléments pour vous parler des tiques, je ne vais pas vous raconter la vie des tiques, mais juste pour vous montrer qu'il y a quelques éléments de comportement et de la vie des tiques qui expliquent non seulement l'épidémiologie, mais aussi les signes cliniques de certaines maladies infectieuses transmises. Alors les tiques, c'est des gros acariens qui peuvent mesurer jusqu'à 3 cm. Il y a deux grandes familles, les tiques dures, celles qui nous intéressent le plus, et les tiques molles. Là, vous avez la famille des tiques, c'est l'occasion aussi que vous sachiez de quoi on parle, avec de droite à gauche la nymphe, les larves plutôt, la nymphe, le mâle et la femelle. Et en bas à droite, ça c'est les tiques de chiens, celles que vous voyez, que vous commencez à voir dès maintenant dans les jardins sur les chiens, que vous avez vu tous sur les chiens. En bas à droite, vous avez la femelle après son repas sanguin. Ici, c'est à jeun. Ici, c'est après le repas, puisqu'elle se gonfle de sang. Alors, ça a tous des petits noms dans la région. Celle-là, on l'appelle la langaste. Je ne sais plus pourquoi. Les nymphes, quand elles sont gorgées, on les appelle des plombs, parce que ça ressemble à des plombs de chasse, mais tout ça, c'est la même espèce. C'est des stades de vie différents, avant le repas sanguin ou après le repas sanguin. Alors, quand je présente ça aux États-Unis, j'ai l'habitude de parler de la triste vie des tiques, parce que sur le côté Frenchy, en fait, les tiques, elles ont 3 stades de vie, et en pratique, elles ne mangent que 3 fois, elles n'ont qu'un seul rapport sexuel, et puis elles meurent. Ça fait beaucoup aux États-Unis. Ensuite, 2 éléments qui nous intéressent dans la vie des tiques, c'est la spécificité d'hôtes. Vous avez des tiques, comme les tiques de chien, elles aiment piquer le chien, et essentiellement le chien, et elles iront piquer autre chose, notamment les humains, s'il n'y a pas de chien, ou avec l'intervention de certains facteurs extrinsèques, sur lesquels je reviens tout à l'heure, tandis que vous avez d'autres tiques, comme ces tiques africaines, qui en général vont piquer tout ce qui passe. Donc ça aussi, ça guidera un peu les maladies transmises. Les tiques, elles sont guidées et elles vont vous repérer parce qu'elles ont des récepteurs pour des phéromones. Alors elles émettent des phéromones, elles les captent, le lapin en haut à droite n'a rien à voir, mais vous voyez ici, il y a des tiques qui étaient dans un pot, avec le technicien qui souffle dessus. Alors c'est pas le vent qui va les faire bouger, c'est simplement le gaz carbonique, la chaleur dans la respiration. Vous voyez, ça les excite et hop, tac, elles vont monter vers la source de chaleur et à la fin, au bout de 30 secondes, elles ont repéré qu'il y a un animal à côté, elles vont aller vers lui, éventuellement l'attaquer. On en parlera après. Les tiques, elles ont 2 ou 3 stratégies pour vous repérer. Enfin, pour repérer les animaux et pour repérer les humains. La première, c'est l'en embuscade. Vous voyez, elles sont là-haut sur la végétation avec leurs 2 pattes avant en l'air, décrochées. Vous allez passer, elles vont s'accrocher sur le jean, sur la jambe, ensuite passer sous les vêtements et piquer. Ça, c'est la stratégie en embuscade. Deuxième stratégie, c'est l'attaque. Là, c'est l'exemple type des tiques africaines dans la brousse. Vous êtes en train de faire votre safari ou un véhicule arrêté. Elles vont vous repérer justement grâce à la chaleur que vous dégagez ou aux vibrations même du sol. Et celles qui vont vous attaquer, et souvent vous attaquer en groupe. Et enfin, il y a une troisième technique un peu mixte. C'est le cas de la tique du chien. Celle-là, elle peut à la fois attendre en embuscade sur la végétation dans un jardin, à la fois être dans la maison, dans les anfractuosités du mur, comme en haut à gauche, ou parfois vous repérer et vous attaquer. La piqûre des tiques est indolore. Vous voyez qu'elles vont se planter dans la peau avec ce qu'on appelle le rostre, le dard, pour employer un faux mot, c'est pas du tout adapté aux tiques. Enfin, voilà, donc elles plantent le rostre avec ce rostre qui est sous forme de dents pour les chasseurs sous-marins avec le harpon, donc ça se fixe. Elles vont injecter à la fois une colle, puis ensuite de la salive pour prendre leur repas sanguin. Ce repas sanguin, pendant les 24 premières heures, elles s'attachent. C'est essentiellement de la colle qu'elles vont injecter. Et ensuite, il y a une alternance de injection de salive, réaspiration du sang pour leur repas qui va durer plusieurs jours, c'est-à-dire que ces tiques dures, elles restent attachées sur vous pendant 4, 5, 6 jours, selon les stades et selon les espèces. C'est indolore, ça ne gratte pas, parce qu'en même temps qu'elles injectent de la salive, dans la salive, vous avez des substances pour dissoudre les tissus, mais vous avez également des anesthésiques, des anti-allergiques qui font que finalement, quand elle est attachée sur vous, vous ne la sentez plus. Avant le repas, après le repas, là c'est Ixodes ricinus qui n'existe pas dans la région, mais que vous connaissez comme le vecteur de la maladie de Lyme. Un élément intéressant qu'on a découvert cliniquement et puis qu'on a redécouvert dans la littérature, c'est que certaines tiques piquent à certains endroits. Ixodes ricinus, le vecteur de la maladie de Lyme, elle va vous piquer à peu près partout sur le corps avec une préférence sur les endroits chauds et humides, donc vous avez tous un peu d'imagination, les dessous de bras, l'intérieur des oreilles et puis d'autres endroits qui du même genre. Les angiomas qui attaquent,
celles qui attaquent en Afrique, celles-là, elles attaquent en général, elles piquent tout de suite. C'est-à-dire elles vont piquer tout de suite au niveau des jambes. On a remarqué sur des modèles animaux que ça correspondait exactement à ce qu'elles faisaient sur les bovins. Et il y en a, les dermacentores, qui piquent au niveau de la tête. Alors il y a ce fameux film qui est devenu célèbre avec Philippe Brocchi, qui est le plus beau d'entre nous, c'est pour ça qu'on l'a laissé sur le film. Et vous voyez, ça c'est une petite dermacentor qu'on met sur un torse nu. Et chaque fois, elle va monter. Et chaque fois, elle va piquer au niveau des cheveux des humains. Alors ça, c'est une tique qui pique souvent les moutons, qui pique souvent les sangliers, donc on peut se dire que c'est peut-être pour ça qu'elle va piquer dans les cheveux. Enfin, en tout cas, systématiquement, cette tique, quand elle pique l'homme, elle va le piquer dans les cheveux, même si on la met en pleine peau, torse nu, comme là, Philippe Brocchi. Alors c'est l'occasion aussi, ce film, de vous montrer comment on enlève une tique. C'est souvent une question qui est posée par les médecins, aussi bien au laboratoire qu'aux cliniciens. Vous prenez une pince type pince à épiler ou un tire-tique, et vous tirez dans l'axe. Pas vraiment besoin de tourner dans un sens horaire, anti-horaire, et surtout pas la peine de mettre de la colle, de l'éther, de l'essence, la cigarette. Tout ça, ça sert à rien, il suffit juste de l'enlever. Il y aura peut-être un peu de rostre qui restera dans la peau, mais ça, c'est pas grave. Vous l'éliminerez comme un corps étranger, comme une écharpe qui est dans le doigt. Parfois, ça fait un petit granulome. Et bien entendu, moi, c'est ce qu'on disait quand j'étais gamin ici, la tique, même s'il en reste un petit bout, elle ne repousse pas. Voilà, c'est fini, vous l'enlevez, il reste un bout de rostre éventuellement, et puis c'est fini. Alors, conséquences cliniques, un exemple sur une maladie qu'on a évoquée, cette tique, elle pique à la tête. Ces tiques-là, dermacentores, qui sont réparties à peu près dans toute l'Europe. La conséquence clinique, c'est que on l'a découvert un peu à l'envers, mais la conséquence clinique, c'est qu'une des rickettsioses transmises par les tiques dermacentores qui piquent à la tête, et la symptomatologie, elle se fait au niveau de la tête, avec l'escar, le fameux escar des rickettsis, du gros boutonneux qui est dans les cheveux, et les ganglions au niveau du cou, avec une caractéristique aussi, c'est l'alopécie résiduelle. Donc, ce syndrome clinique Tibola, Debonel, Senna, qui maintenant a eu plusieurs jalons, notamment Rickettsia sovaca et Rickettsia rauti. Une autre conséquence de la vie des tiques sur les signes cliniques de certaines maladies, c'est la fièvre boutonneuse méditerranéenne. On a remarqué que la température pouvait modifier le comportement des tiques. C'est par exemple quand on avait investigué des cas groupés à Nîmes en 2007, dans un jardin, dans une jolie maison de Nîmes, il y a eu 3 cas, 2 frères et un copain, qui avaient une symptomatologie de fièvre éruptive, mais qui a été vue après. En pratique, ils ont été hospitalisés pour baisse de l'acuité visuelle fébrile. Albert Soto, quand il a vu le BUPH de maladie infectieuse, quand il a vu les boutons à pensée rickettieuse, on a discuté avec nous, on a effectivement documenté des cas, et quand on est allé dans la maison, c'était assez étonnant parce qu'il y avait des tiques partout. Alors, il y avait des tiques, bien entendu, dans le jardin, alors c'est comme ça que, pour info, celles qui sont en embuscade sur la végétation, du coup, on peut les collecter comme ça, vous traînez un drap sur la végétation, c'est ce qu'on appelle la technique du drapeau. Elle s'accroche au drap pensant que c'est un animal, ensuite vous retournez le drap, comme vous voyez là, et vous récoltez les tiques. Mais quand on est allé dans une espèce de cagibi, de cafouche, comme on dit à Marseille, qui était rempli de tiques, il y en avait dans les murs, il y en avait partout. Donc c'est assez étonnant, c'est une ambiance où il y avait beaucoup de tiques dans cette maison, et surtout des tiques qui étaient agressives. On était au mois de mai, c'était un peu étonnant. Bon, il y avait un chien à l'époque qui était mort, alors il était mort de sa belle mort, il avait fait une torsion d'estomac, globalement, c'était un truc assez connu, rien à voir avec les tiques. Et du coup, il y avait une maison, il y avait beaucoup de tiques, plus de chiens, et en plus, on se demandait pourquoi on avait eu de cas de rickettsiose à cette époque-là, on était au mois d'avril, alors que d'habitude, les fièvres boutonneuses méditerranéennes, on les a plus tôt, et surtout au mois de juillet et au mois d'août. C'était un peu étonnant. Et quand on a regardé la température qu'il faisait au mois d'avril 2007 à Nîmes, c'était le printemps le plus chaud. Et le mois d'avril le plus chaud, depuis 50 ans, il y avait des températures estivales. Donc du coup, on a cliqué, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un rôle de la température dans l'épidémiologie de la fièvre boutonneuse méditerranéenne et, en pratique, dans l'agressivité de ces tiques pour piquer les humains. On a fait un petit modèle expérimental pour le montrer, c'est-à-dire qu'on a pris des tiques, on les a mises à 25 degrés. On a pris d'autres tiques, on les a mises à 40 degrés, on l'a posé sur le bras et on a regardé ce que ça faisait. En pratique, plus il fait chaud, plus les tiques de chiens qui n'aiment pas piquer l'homme vont en fait piquer l'homme. C'est-à-dire qu'à température normale, on préfère piquer le chien dans tous les cas ou attendre un peu. Dès qu'il fait chaud, elles vont piquer tout ce qui passe, la spécificité diminue. On a fait un modèle sur lapin, on a fait un modèle sur homme et ça marche. Donc ça en fait, ça explique le fait que les fièvres boutonneuses méditerranéennes, vous les avez surtout l'été. C'est pas parce que au début on a écrit ou on a répété que c'était parce qu'il y avait des plus petits stades de tiques l'été, ce qui est faux. En pratique, c'est surtout parce que l'été il fait chaud et donc ces tiques qui préfèrent piquer le chien en temps normal, plus il fait chaud, plus elles vont piquer autre chose, c'est-à-dire vous, en pratique.
Donc ça a permis d'expliquer aussi, donc ça c'était une investigation, mais ça a permis aussi d'expliquer quelques modifications dans la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Ça c'est la maladie classique, l'escar d'inoculation, parfois la conjonctivite unilatérale parce qu'on a manipulé les tiques et on s'est auto-inoculé, l'éruption maculopapuleuse que vous connaissez, et notamment le fait qu'elle touche la paume des mains et la plante des pieds, ça c'est quand même un signe très très significatif de rickettsiosis du groupe boutonneux. Ou ici aussi, c'est votre cas que j'avais vu en septembre dernier. Donc ça c'était connu, mais ce qui était un peu moins connu, c'était plusieurs escars d'inoculation chez les cas cliniques, chez les humains. Ça c'était un peu étonnant parce que ces tiques elles sont assez peu infectées dans la nature. Et donc la probabilité de vous faire piquer par une tique, elle est déjà pas si grande, mais en plus par plusieurs tiques infectées, elle paraissait très peu importante. Mais en pratique là aussi, quand on avait fait ces cas cliniques à Oran, avec notre collègue Najat Moufok, c'était un des mois les plus chauds de la décennie. Donc là aussi, il y avait une explication liée au comportement des tiques. Il a fait très chaud, donc sans doute on a eu une agressivité beaucoup plus importante des tiques de chiens pour piquer l'homme. Ça nous a permis aussi de réfléchir à un autre cas. Alors ça c'est pour vous rappeler que un petit case report qu'on avait rapporté, que cette maladie tue, mais là aussi vous verrez que plus il fait chaud, plus les tiques sont agressives. C'est l'histoire d'un patient SDF qui était arrivé aux urgences de l'hôpital Nord en août 2003, canicule. Il a tout, un SDF qui arrive et qui a un comportement en braillant, c'est inhabituel pour ceux d'entre vous qui prennent des gardes aux urgences, mais en pratique il a été bien examiné jusqu'à la ponction lombaire, le scanner, le bilan biologique sanguin. On ne trouve pas ce qu'il a, jusqu'au lendemain, il y a une jeune interne en médecine générale qui voit le patient. On était content parce qu'elle s'était rappelé que fièvre plus bouton l'été, il fallait penser aux rickettsioses. Elle nous dit tiens, c'est peut-être une rickettsiose aux urgences, enfin l'HTCD. Elle nous appelle, effectivement, on examine le patient. Quand on examine, il y avait quelques croûtes, et surtout une croûte un peu particulière, qui était une tique. Il y avait une tique attachée sur lui. Il avait en tout 23 tiques attachées sur lui. Et pourtant, aux urgences, il avait vu l'aide-soignante, l'externe, l'interne, le senior. Donc, c'est compliqué, les maladies infectieuses, c'est compliqué la clinique, mais bien entendu, dans le contexte des urgences, c'est toujours très difficile d'examiner les gens dans le détail, mais là en pratique, il avait non seulement tous les signes cliniques, les boutons, il avait les tiques sur lui, et en plus en regardant mieux, il y avait l'escar. Donc bien entendu, tout le monde est passé à côté, c'est pas une critique, le contexte des urgences, c'est compliqué, mais ce qui était étonnant, c'est que ces tiques-là, c'était, je pense, la première fois qu'on rapportait 25 tiques attachées sur une personne, tout simplement, parce que c'était un SDF qui vivait dans une caravane un peu pourrie avec des chiens, et puis surtout c'était la canicule, et on peut imaginer que toutes ces tiques-là étaient excitées au point de l'attaquer. Dernier exemple de maladie dont certaines caractéristiques cliniques sont expliquées par le comportement des tiques, c'est la fièvre à tique africaine, dont on a maintenant cartographié, en gros elle est partout en Afrique subsaharienne. Là vous avez des tiques, c'est ces fameuses tiques africaines qui attaquent en groupe. En plus elles sont très infectées par les rickettsis. La conséquence clinique, c'est que vous avez souvent des cas groupés et souvent des escars multiples. Ça avait été rapporté donc, par l'article Princeps, par exemple le Red Gauloise, et puis il y a eu beaucoup de cas groupés comme ça. Donc vous voyez, les tiques sont très agressives, piquent tout ce qui passe, piquent en groupe, sont très infectées, conséquences cliniques, plusieurs escars, et puis des cas groupés. Alors ces tiques-là, je choisis juste de vous parler des tiques quand elles arrivent comme outil diagnostique. Il arrive au CNR, donc ici, qu'on reçoive des tiques prélevées sur des patients. Vous en recevrez dans votre activité, soit en tant que médecin clinicien, soit en tant que laboratoire. Souvent, les gens arrivent avec la tique. En général, maintenant, c'est pas mal fait, le circuit est au point, elles arrivent au CNR, et qu'est-ce qu'on en fait? Ces tiques-là, ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aident à faire le diagnostic de maladie chez les patients. Donc la première étape, il faut identifier la tique. Identifier une tique jusqu'à l'espèce, c'est compliqué, il faut une petite expertise. Soit on se sert de documents qu'on appelle les clés d'identification morphologique, c'est-à-dire on va regarder la patte, comment elle est, voilà, les différents critères. C'est compliqué, il faut une expertise, il faut le matériel, et puis il faut les documents. Et ça, bon, il y a très peu de personnes maintenant en France qui peuvent identifier des tiques jusqu'à l'espèce avec certitude. Si on est 15, c'est vraiment maximum, notamment quand ce sont des tiques qui viennent d'ailleurs. Sur les tiques françaises, on s'en sort. Donc la morphologie, c'est la base, c'est comme ça qu'on les identifie depuis 100 ans au moins. Sauf que c'est difficile et qu'on n'a pas toujours les documents. Ce qui est apparu il y a à peu près 10 ans, c'est l'identification moléculaire. Là, on faisait PCR. Alors, ça a été fait pour d'autres arthropodes, mais il y a un ou deux gènes, ça marche bien. On fait de la PCR, on séquence, on compare à GenBank, et puis on arrive à identifier finalement tant bien que mal les tiques.
c'est pas mal. Du coup, on enlève l'expertise de l'entomologiste, on met un peu plus de choses standardisées. Ça a les inconvénients de la PCR que vous connaissez tous, à la fois les avantages, mais aussi les inconvénients. Alors, quelque chose qui a émergé, ça c'est un travail qu'on a fait, j'ai fait avec mon étudiante en thèse de sciences, Amina Issouf. On a mis le Malditov. Donc ça, vous connaissez tous maintenant le Malditov. On s'est dit, bon, le Malditov en bactériologie, en mycologie, on va l'adapter aux arthropodes. Il y avait 2-3 papiers qui étaient sortis pour l'identification des arthropodes, notamment des cératopogonides. On a dit, on va essayer les tiques. Donc on a essayé la façon la plus discriminante d'avoir des spectres, et en même temps la façon qui nous permettait de conserver le maximum de matériel pour faire autre chose. Et donc on est parti sur les pattes. On prend des pattes de tiques, on les cuisine, on les passe au Malditov, on a des spectres, on a constitué une database, ça marche. C'est-à-dire que maintenant on est capable ici, avec juste une patte, donc on a mis ça au point avec mon étudiante, mais en pratique maintenant on l'a transféré aux techniciens, et dans le circuit d'arrivée des tiques au laboratoire, les techniciens coupent 2 pattes, les passent au Malditov, et ont la possibilité de dire, voilà, c'est cette espèce. La seule limite, c'est si jamais l'espèce en question n'est pas dans la databank, et ça pour l'instant on a mis, avec les collections de tiques, on a rentré toutes les tiques de la région, et notamment celles qui piquent le plus les humains, et ça fonctionne. Donc du coup là on n'a même plus besoin de l'expertise entomologique, on n'a même plus besoin du plateau technique de Biomol, il suffit de mettre 2 pattes dans la machine, et puis ça fonctionne. En un quart d'heure, on a l'identification des tiques, et ça marche, hein, ça marche. Alors une fois qu'on a identifié la tique, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, nous, ce qui nous intéresse, puisque ce sont des tiques qui ont été prélevées chez des patients, c'est de voir si elles sont infectées. Pour voir si elles sont infectées, ce qu'on faisait, c'est qu'on le fait moins maintenant, c'est le test d'hémolymphe. C'est-à-dire vous coupez une patte de tique, vous avez cette petite goutte qui apparaît, c'est le sang de la tique, c'est pas vraiment pour comprendre, mais et à partir de cette goutte-là, vous pouvez soit la mettre sur une lame et colorer, soit la faire passer en PCR, soit la faire passer en culture, et voir ce qui vient. Bien entendu, ce qu'on fait beaucoup plus, c'est qu'on prend les tiques qui ont été prélevées sur les patients, on les coupe en 2, on extrait l'ADN, et puis on fait de la PCR en temps réel pour détecter toutes les bactéries essentiellement, mais on peut faire les virus qui sont transmis par les tiques. Donc on a tout un panel, les Rickettsia, les Borrelia, les Ehrlichia, les Wolbachia, et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Pour vous donner une idée sur 10 ans, ça c'est un travail sur lequel est Camille Aubry. On a regardé les tiques qui étaient arrivées au laboratoire depuis 10 ans, prélevées sur des patients. Donc on avait 234 tiques. On retrouve celles qui piquent, alors c'est pas que de la région, hein, ça vient de la France entière. On retrouve celles qui piquent l'homme habituellement en France, Rhipicephalus sanguineus, la tique du chien, Dermacentor marginatus, celle que je vous ai montrée qui pique au niveau de la tête, et Ixodes ricinus, qui est sans doute celle qui pique le plus en France et en Europe, qui est connue notamment comme vecteur de la maladie de Lyme. On a, alors le pic général, il est intéressant, mais ce qui est notable, mais là aussi c'est cohérent, c'est que vous avez des pics de réception au laboratoire qui correspondent à la fois au pic saisonnier de l'activité des tiques, mais également aux pics liés aux facteurs extrinsèques, notamment la température. Les tiques de chien, on les reçoit surtout en été, vous voyez, juillet, août. Les Dermacentor marginatus, on les reçoit surtout au printemps, c'est en relation avec l'activité des adultes. Et Ixodes ricinus, on les reçoit plutôt au printemps et en été, là aussi ce qui correspond à leur période d'activité. Alors ensuite on regarde si elles sont infectées pour répondre aux cliniciens, parce que c'est la question qu'ils nous demandent. Hein. Souvent les gens nous disent, voilà, je me suis fait piquer par une tique, est-ce qu'il y a un risque? Un des éléments qu'on peut leur donner, c'est leur dire déjà c'est cette espèce, donc c'est un vecteur possible. En même temps, elles sont infectées par telle ou telle bactérie. Alors ça aussi, ça vous donne une idée de ce qu'on a pu trouver dans ces tiques, notamment dans les Rhipicephalus sanguineus. Et bien, on trouve de temps en temps Rickettsia conori, là j'en ai fait beaucoup de méditerranéenne, Rickettsia massiliae, qui est une Rickettsia boutonneuse émergente qui donne des maladies. On trouve dans les Dermacentor marginatus, et qui pique à la tête, on retrouve Rickettsia slovaca, Rickettsia rauti. On retrouve Rickettsia africae dans les tiques africaines. Voilà. Donc là, on peut donner, et là aussi ça va très vite, hein, on l'a identifié en un quart d'heure, et dans la journée ou le lendemain, on peut dire aux cliniciens, voilà, la tique était infectée par telle bactérie. On ne fait pas que les Rickettsia, et puisqu'on a en plus la correspondance clinique, là ça vous donne une idée de ce qu'on a pu trouver ces dernières années, avec 38 patients pour lesquels on avait à la fois la tique identifiée, la bactérie détectée, et chez des patients qui étaient symptomatiques.
Donc vous voyez, on a à la fois des rickettsi, mais on a également des borrelia, avec le borrelia Burgdorferi ou d'autres borrelia, on a des ehrlichia, on a des bactéries qui sont de pathogénicité inconnue. Donc là, après, ça nous permet de connecter entre la bactérie qu'on a trouvée, les symptômes présentés, éventuellement la bactérie qu'on peut trouver chez les patients. Ça marche bien dans les rickettsioses, en général on a la même rickettsiose dans la tique et chez le patient. Il y en a où c'est un peu plus compliqué avec les anaplasmas, mais en tout cas ça permet d'aller vers le diagnostic de nouvelles maladies. Bien c'est un hasard, hein, les patients ont peut-être rien et puis la tique était infectée. Ça c'est la même chose sur les patients asymptomatiques. On revient à ce que je vous ai dit au début, la tique pendant 24 heures, elle injecte essentiellement de la colle et donc en général elle ne va pas vous injecter de bactéries, donc ce qui explique qu'on ait des tiques qui sont infectées, mais parfois des patients qui restent asymptomatiques, surtout s'ils ont enlevé la tique assez vite. Voilà, j'en ai terminé pour ces histoires de tiques. Merci.